Déjà merci à vous d'être là pour cette troisième conférence sur la province du Yukon. Alors on dit Yukon en français, on dit Yukon au Canada. Donc ça, mais Chloé, mais on parle bien de la même province. Donc pour cette troisième conférence, donc comme je disais à Françoise à l'instant, si vous voulez poser des questions, comme pour les autres conférences, n'hésitez pas à utiliser la conversation. Ça permettra effectivement. Là, on verra soit en temps, soit en temps réel, soit à la fin. Ça, c'est Chloé qui verra. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit. De toute façon, que ce soit Chloé pour le Yukon ou Joël ou moi pour le Canada, on pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, merci de couper vos micros pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que souvent on a des bruits en arrière qui sont, voilà, des fois qui peuvent un petit peu gêner l'écoute. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, voilà, merci de couper vos micros. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est probable qu'il y ait des gens qui arrivent en cours de route, mais ce n'est pas gênant. Alors déjà, peut-être pour commencer, vous donner quelques nouvelles avant de parler de la province du Yukon, de quelques nouvelles de l'agence et surtout du Canada. Donc, comme vous pouvez vous en douter, un grand nombre des départs qui étaient prévus cet été sont annulés ou ont plutôt reporté, puisque il y a possibilité, bien entendu, de reporter le voyage. Donc, devant les incertitudes actuelles qui concernent à la fois l'ouverture des frontières, qui concernent les compagnies aériennes, qui concernent évidemment les conditions sanitaires d'entrée au Canada, puisqu'il y a encore on a encore beaucoup de points d'interrogation. Donc, la plupart de nos clients qui devaient partir en juin, en juillet et en août ont préféré reporter. Pour l'instant, on a l'espoir peut-être de faire partir quelques clients en septembre. On a quelques voyages qui sont encore maintenus à partir du 15 septembre. Mais voilà, on est comme vous, on suit les informations au jour le jour. Et voilà, de toute façon, dès qu'on a des informations plus précises, on vous préviendra. Quoi qu'il en soit, le gouvernement canadien a confirmé que les choses, le Premier ministre Trudeau donnera des nouvelles, si j'ai bien compris, le 21 juillet pour des ouvertures de frontières, en tout cas au pays. Je ne parle pas des frontières intra-provinces au niveau du Canada, mais des frontières avec l'extérieur du Canada. Donc, on devrait avoir, j'espère, des nouvelles d'ici la fin du mois de juillet. Est-ce qu'on pourra y aller dès le mois d'août, dès le mois de septembre? Ça, pour l'instant, ça reste un gros point d'interrogation. Et bien entendu, ça va dépendre aussi de l'évolution de la pandémie, puisque si, comme c'est le cas déjà dans certains pays, il y a pas une deuxième vague, mais en tout cas des foyers d'infection qui repartent, je pense que ça ne va pas encourager le gouvernement canadien à ouvrir ses frontières. Donc, on n'est pas forcément d'un optimisme débordant concernant l'ouverture du Canada en 2020. Voilà. Alors, je suis très content, heureux de vous présenter Chloé. Qui vous fait un petit coucou. Alors Chloé, on se connaît depuis déjà quelques temps. On travaille ensemble sur principalement effectivement la province du Yukon. Alors Chloé ne travaille pas pour l'office, contrairement à la conférence par exemple de la semaine dernière où c'était quelqu'un qui travaillait pour l'office du tourisme du Nouveau-Brunswick. Chloé ne travaille pas pour l'office du tourisme du Yukon, mais travaille pour un tour opérateur qui s'appelle Ruby Ranch, avec qui on travaille et qui organise des différents types de voyages en petits groupes ou en moyens groupes en français sur le Yukon. Donc voilà, Chloé va vous présenter à la fois la province et en même temps va vous parler des produits qu'elle peut vendre sur le Yukon par notre intermédiaire, puisque sa société est basée au Canada et nous on les représente en France. Donc voilà, Chloé va vous présenter tout ça. C'est une présentation qui dure environ 30 à 35 minutes, si j'ai bien compris. Je vais garder mon micro ouvert, n'hésitez pas, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à nous interrompre ou à envoyer une question par écrit. Voilà, quelqu'un qui rentre. Donc, n'hésitez pas voilà, à nous interrompre par écrit pendant la conférence. Ça ne devrait pas être très compliqué de pouvoir y répondre en temps réel. Donc, voilà. Est-ce que, Chloé, je te laisse peut-être te présenter un tout petit peu avant, puis je te passe la main ensuite ou tu veux tout de suite que je te passe la main pour le partage d'écran? Comme tu veux. Il n'y a
Aucun problème. Ben écoute, Bonjour vas-y, et tout le puis monde. dès que tu veux lancer ton PowerPoint, tu me le dis et je te passe la main. Parfait, parfait. Donc, comme Jean-Marie vient de me présenter un peu, je m'appelle Chloé. Je suis au Yukon depuis les 9 dernières années, originaire du Québec, comme vous allez pouvoir l'entendre avec l'accent relativement différent. Donc, j'ai été guide pour la compagnie pendant plusieurs années avant de maintenant prendre en charge les ventes et le marketing pour la compagnie Ruby Age Adventures. Donc, je connais très bien la destination et je connais très, très bien les produits qu'on vend. Donc, voilà, je vais essayer de vous convaincre de venir nous visiter au Yukon aujourd'hui. Puis, on peut commencer quand tu veux, Jean-Marie. Ok, alors, je vais te nommer animatrice. Mhm. Voilà, normalement, c'est bon. OK. Donc, il est possible hein, que tu aies d'autres personnes qui arrivent en cours de route. Parfait. Je vais essayer de garder. C'est bon. C'est bon? Ouais, ouais, le partage fonctionne, pas de problème. Excellent. Donc, commençons. Donc, la destination du Yukon, c'est un peu un territoire mythique. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui en a déjà entendu parler auparavant. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu une présentation générale du Yukon pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la destination. Mais je vais aussi aller un petit peu plus en profondeur sur certains aspects de qu'est-ce qu'on peut voir au Yukon, qu'est-ce qu'on peut vivre au Yukon et pourquoi venir nous visiter. Alors, une petite découverte du Yukon aujourd'hui. Allons-y. Alors, premièrement, où se trouve le Yukon? Donc, au niveau géographique, le Yukon, on peut le voir juste ici, ce n'est pas une province, c'est un territoire. Donc, le Yukon, c'est le plus petit des 3 territoires du Canada. Donc, on a parlé brièvement des territoires avec Jason pour ceux qui étaient présents à la première conférence. Donc, le Yukon se trouve juste ici, donc au nord de la Colombie-Britannique et à l'ouest des territoires du Nord-Ouest. Et on est aussi voisin avec l'Alaska. Donc, toute la partie grise qu'on voit ici, donc tout ce qui est sur la côte et qui descend jusqu'ici, jusqu'à la mi-Colombie-Britannique, ça fait partie des États-Unis. Donc, ça, c'est l'Alaska. Donc, le Yukon est vraiment un territoire canadien. Donc, c'est vraiment la frontière ici qui délimite au niveau politique. Mais en termes géographiques, on peut voir que le Yukon fait définitivement partie de la même pièce de terre que l'Alaska. Donc, allons-y un petit peu plus en profondeur. Donc, je vous ai mentionné que le Yukon était petit, mais pour vous donner une idée, le Yukon est aussi grand que l'Espagne en termes de superficie. Donc, c'est un territoire qui est tout sauf petit. La superficie du Yukon est d'environ, pas d'environ, est d'exactement 483 450 km². Donc, c'est relativement un espace qui est très, très vaste. Au niveau de la population, le Yukon, on parle d'environ 41 000 habitants. C'est un estimé pour l'année 2020. Donc, quand on pense au territoire, on imagine un peu la grandeur du territoire et il faut penser que la majorité de la population se situe à Whitehorse, qui est la capitale du Yukon qu'on voit juste ici sur la carte. Donc, il faut penser, dans le fond, que le Yukon est vraiment concentré en 2 endroits. Donc, il y a la ville de Whitehorse, qui est la plus grande ville et qui est vraiment le cœur du Yukon au niveau politique, culturel, économique, etc. Et la deuxième ville d'importance est Dawson City, qu'on trouve à 550 km au nord du Yukon et qui est vraiment une ville historique de par l'histoire de la ruée vers l'or. Donc, voilà les 2 centres principaux. Tout ce qui reste, dans le fond, toutes les communautés qu'on voit sur la carte ici, donc Mayo, Faro, Haines Junction, Teslin, Watson Lake, et il y a plusieurs autres communautés qui sont situées dans le nord complètement du Yukon. Ce sont des communautés qui sont très importantes, bien entendu, et qui sont à majorité Premières Nations. Donc, des gens des Premières Nations qui habitent les communautés. Et, d'accord, il y a d'autres gens qui arrivent. Donc,
OK, ça sonne. Donc, voilà. Donc, les communautés au nord sont de moindre importance en termes de nombre. Donc, il y a très peu de gens qui vivent ailleurs. Donc, on parle d'environ 80-90 de la population qui se concentre à Whitehorse et quelques milliers de personnes qui se concentrent à Dawson. Et le reste des communautés sont vraiment plus petites. Donc, si on pense à la superficie du Yukon versus la population, ça vous donne une idée à quel point le territoire est encore à l'état sauvage. Donc, c'est 80 du Yukon qui demeure encore à l'état sauvage aujourd'hui. Le paysage du territoire, donc, a très peu changé depuis que les humains ont commencé à y construire. C'est encore un territoire qui est complètement en nature. Maintenant, pour ce qui est du climat, c'est relativement la plus grande question des gens qui s'imaginent que, bon, on vit sous la glace, mais non, il ne fait pas toujours froid au Yukon. En été, on a des températures moyennes à Whitehorse qui est environ de 15 degrés Celsius, mais c'est relativement possible d'avoir des températures qui peuvent atteindre les 30 degrés Celsius. Donc, c'est très confortable et on a vraiment des étés qui sont vraiment très agréables. Donc, pas trop chaud et pas trop froid. Mais bon, c'est vrai qu'il peut faire froid au Yukon. La température moyenne en hiver est d'environ moins 18 degrés Celsius. Donc là, on parle d'une moyenne, mais pour vous donner une idée des extrêmes, là, on a déjà enregistré un moins 63 degrés Celsius en 1947. Donc oui, parfois, il fait froid au Yukon, mais je vous assure que c'est tout de même une destination à découvrir en été comme en hiver, en fonction de ce que vous voulez vivre comme expérience. Donc, allons-y avec un petit peu d'histoire. Si. Ah, voilà. Alors, un peu d'histoire. En dépit des conditions climatiques qui sont relativement extrêmes au Yukon, les premiers habitants du Yukon s'y sont installés au cours de la dernière ère glaciaire. Donc, le nouveau territoire abritait d'immenses troupeaux de mammouths, de bisons, de chevaux, de caribous. Et c'est ça qui a permis aux premiers habitants de pouvoir subsister et de s'établir de façon durable donc sur le territoire du Yukon. Plus récemment, vers la fin du 18e siècle, les habitants du Yukon s'adonnaient au commerce des fourrures, comme un peu partout au Canada. Si vous connaissez l'histoire de n'importe quelle ville, dans le fond, au Canada, c'est toujours relié au commerce des fourrures parce qu'on fournissait beaucoup les marchés asiatiques, les marchés européens, bien entendu, ainsi que les marchés d'Amérique du Nord. Et un peu plus tard, Robert Campbell, qui est une figure historique relativement importante, a établi un comptoir commercial à Fort Selkirk, dans le nord du Yukon, pour la compagnie de la baie d'Hudson. Donc, c'est vraiment ça qui amenait des gens sur le territoire jusqu'à l'époque la plus célèbre qui a commencé en 1896, et on parle bien sûr de la ruée vers l'or. Donc, George Carmack, sa femme Kate Carmack, le frère de cette dernière qui se nommait Skookum Jim, et leur neveu qui se nommait Dawson Charlie. Je vous nomme les noms parce que c'est vraiment des personnages historiques absolument super importants au Yukon. Ils ont découvert de l'or à proximité de l'actuelle ville de Dawson City que je vous ai montré sur la carte un peu plus tôt. Donc, ce fut le début de la légendaire ruée vers l'or du Klondike qui va amener des milliers de personnes qui vont affluer de partout à travers le monde vers Dawson et qui vont faire de Dawson, dans le fond, l'une des plus grandes villes du Nord-Ouest, ce qui est relativement impressionnant considérant que Dawson ne comptait qu'une poignée d'habitants à ce moment-là. Donc, il va y avoir beaucoup d'agitation, comme vous pouvez l'imaginer, durant la ruée vers l'or. Et tout ça va se calmer en 1899. Donc, on parle seulement de quelques années. Et les prospecteurs vont avoir, en seulement quelques années, ils vont avoir extrait plus de 95 millions de dollars en or du Klondike, dans le fond, de la région qui est près de Dawson City. Malheureusement pour eux, la majorité des prospecteurs vont quitter le Yukon sans un sou en poche. Il y a très, très peu d'argent qui ont fait de l'argent, de gens qui ont fait de l'argent avec la ruée vers l'or, malheureusement.
La photo qu'on voit ici, c'est la photo de la Chilkoot Trail. Donc, c'est probablement la photo la plus populaire de la ruée vers l'or. Ce qu'on voit, ce sont des prospecteurs qui transportent leurs biens pour venir traverser au Canada. Donc, la Chilkoot Trail se trouve entre Skagway en Alaska et c'était une des voies possibles, dans le fond, pour se rendre au Canada. Donc, il fallait transporter une tonne de biens sur son dos pour être en mesure de traverser au Canada, pour être capable de subsister durant l'hiver. Sinon, la police canadienne ne vous laissait pas traverser du côté canadien. Une autre photo qui est très populaire, c'est une très belle photo, je l'apprécie beaucoup celle-ci. Ce sont des mineurs à Dawson, dans le fond, qui lavent l'or dans le conduit qu'on voit juste ici. Une autre émission. Donc, c'est bien entendu la ruée vers l'or qui est vraiment l'élément historique qui a le plus marqué le territoire. Bien que les Premières Nations étaient établies partout à travers le territoire avant la ruée vers l'or, bien entendu, vraiment les choses ne seront plus jamais les mêmes après 1896. Comme je vous ai dit, donc des gens vont venir de partout à travers le monde. Et malgré le fait que la majorité vont repartir une fois la ruée vers l'or terminée, la face du Yukon va vraiment être changée à tout jamais. L'esprit de la ruée vers l'or est encore super présent partout au territoire et spécialement à Dawson City, qui est vraiment la ville historique de la ruée vers l'or. Alors, maintenant, je vous propose de parler un peu des Premières Nations qui peuplent le territoire yukonais. Allons-y. Donc, les Premières Nations du Yukon. Le Yukon, c'est un territoire ancestral qui abrite des peuples autochtones depuis des siècles. On parle d'environ 12 000 ans. Donc, c'est pas d'hier que les gens des Premières Nations ont peuplé le territoire. Le Yukon compte 14 Premières Nations qui sont toutes uniques avec leur propre territoire et vous pouvez voir les délimitations, dans le fond, sur la carte qu'on voit ici. Donc, vous pouvez vraiment voir que chacune des Premières Nations a vraiment un territoire qui lui est propre. C'est important de savoir que lorsque vous êtes au Yukon, vous êtes toujours sur le territoire ancestral des Premières Nations. Donc, on prend toujours le temps, avant chaque rencontre, avant chaque événement public, de remercier la Première Nation et son territoire, dans le fond, sur lequel on se trouve. Donc, il y a un très, très grand respect des territoires des Premières Nations au Yukon, puis c'est quelque chose de très précieux. Admit. Et voilà. Donc, une petite photo pour les Premières Nations. C'est important de savoir que leur culture est vraiment bien présente partout au territoire. On peut visiter plusieurs centres culturels et plusieurs attractions culturelles pour pouvoir apprendre à connaître leur histoire. Cette photo-ci a été prise lors d'un festival culturel qui a lieu à Whitehorse à chaque été, qui s'appelle le Adaika Festival. Et c'est vraiment une période extraordinaire pour venir visiter et participer à plein d'activités culturelles en lien avec les Premières Nations. Une seconde. Petite photo. Donc, au niveau de l'art, donc les Premières Nations, c'est important de savoir qu'elles représentent 21 % de la population au Yukon, donc elles font vraiment partie entière de la population générale. Et leur présence se fait ressentir dans l'art et dans l'architecture un peu partout à travers le territoire. C'est vraiment une énorme richesse et on peut voir des pièces d'art comme celle-ci un peu partout à travers le territoire, spécialement dans les grandes villes, bien entendu, à Whitehorse et à Dawson, mais un peu partout, il y a vraiment une inspiration Première Nation au niveau de l'art et c'est vraiment fascinant. Alors, poursuivons en parlant de la langue française au Yukon. Donc, vous allez peut-être être surpris de l'apprendre, mais le Yukon renferme une communauté francophone vraiment florissante. Les francophones représentent plus de 5 % de la population du Yukon. Et il est possible pour les jeunes d'aller avoir une éducation en français, entièrement en français, en fait, jusqu'aux études supérieures. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir que la communauté est vraiment impliquée au niveau de l'éducation et de toutes les infrastructures au Yukon. La majorité des services, bien entendu, sont offerts en anglais. Donc, si vous allez au restaurant, à l'hôtel, etc. Mais tout ce qui est en lien avec les parcs nationaux et tous les autres services touristiques. Donc, vous pouvez probablement avoir un service bilingue dans la majorité des services qui sont purement touristiques et tout ce qui est Parc Canada, bien entendu, vous aurez un service bilingue.
Je vais juste noter qu'il y a l'existence de l'association franco-yukonaise, qui est une association qui a pour but d'assurer la création et le développement des activités et des institutions nécessaires au plein épanouissement des francophones au Yukon. Donc, la communauté francophone est vraiment très présente et très active. On a un journal qui est publié 2 fois par mois. On a toutes sortes d'activités hebdomadaires et mensuelles avec la communauté francophone. Donc, c'est vraiment, vraiment génial de pouvoir être au Yukon, mais de continuer à vivre avec une communauté bien tissée, serrée en français. Donc, maintenant, allons parler de qu'est-ce qu'on peut faire au Yukon. Et voilà. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de choisir la bonne saison pour visiter, comme je vous l'illustre ici par 2 photos complètement différentes. Donc, en gros, vous avez 2 options. Vous avez soit l'été ou soit l'hiver. Les saisons de transition sont très, très courtes et sont très limitées en termes d'activités possibles. Donc, il faut choisir en fonction des expériences qu'on veut vivre. Donc, il faut venir de mai à septembre pour les activités estivales. Par exemple, tout ce qui est le parcours des routes du territoire, la randonnée pédestre, le camping sous le soleil de minuit, puisque bien entendu, nous n'avons pratiquement pas de nuit durant l'été puisqu'on est tellement au nord. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à venir vivre. Si vous préférez le traîneau à chien, les aurores boréales, à ce moment-là, il faut plutôt venir nous voir entre les mois d'octobre et avril. Donc, si vous avez l'option, bien entendu, de venir en autotour, mais il y a une grande, grande proportion des visiteurs qui décident de faire affaire avec un tour opérateur local pour venir visiter le Yukon parce que ça facilite beaucoup l'expérience. Donc, je vais vous présenter brièvement la compagnie pour laquelle je travaille, donc Ruby Range Adventures, comme Jean-Marie l'a mentionné un peu plus tôt. Donc, Ruby Range Adventures, on est un tour opérateur qui est basé à Whitehorse, la capitale du Yukon, que je vous ai présenté un peu plus tôt. Et on offre des voyages d'aventure guidés en petits groupes en été comme en hiver. Donc, nous avons plus de 30 ans d'expérience de travail dans le domaine du tourisme et on est vraiment fiers de proposer le plus grand éventail de produits au Yukon. De plus, nous offrons des produits qui sont guidés en français, comme Jean-Marie l'a mentionné. Et ce qu'on va faire, c'est traverser un peu par catégorie. Donc, je vais commencer par l'été, vous présenter un peu les grandes catégories de choses qu'on peut faire en été, et ensuite l'hiver. Alors, le Yukon en été en canot. Le canoë, c'est vraiment une merveilleuse façon de découvrir le Yukon que je conseille à tous les visiteurs. Nous, on offre des voyages qui varient de 1 à 3 semaines sur une panoplie de rivières du Yukon. Certaines rivières sont adéquates pour les débutants, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une expérience préalable pour venir faire du canoë au Yukon. La rivière la plus populaire est certainement le fleuve Yukon, puisque ce fut le cours d'eau qui a été emprunté par les milliers de mineurs, de prospecteurs qui voulaient se rendre à Dawson à partir de Whitehorse. Donc, ce sont des voyages complètement en autonomie. On ne voit pas personne durant les voyages, mis à part les animaux qu'on peut voir sur le bord de l'eau durant la durée de l'aventure. Et tout est pris en charge donc par la compagnie, par Ruby Range. Et c'est vraiment, à mon avis, une expérience à ne pas manquer. Là, si vous avez la forme physique et le désir de pagayer au Yukon, c'est vraiment, vraiment une expérience extraordinaire. Donc, je vous montre brièvement une carte de nos tours et vous pouvez voir sur la carte que les rivières qu'on pagaie, dans le fond, sont vraiment situées plutôt au centre du Yukon. Donc, certaines des rivières sont accessibles par la route, comme le fleuve Yukon, par exemple, qui va de Whitehorse jusqu'à Dawson City, ici. Et certaines autres rivières qui sont un peu plus courtes se trouvent ici dans la partie sud. Et on a aussi certaines rivières qui sont accessibles seulement par hydravion. Donc là, on parle de voyages plus expérimentés qui sont situés plus dans le nord du Yukon. Tout aussi extraordinaire. Une petite photo, cette photo-là a été prise l'été dernier sur le fleuve Yukon, donc ça vous donne un peu une idée des paysages qu'on peut y voir. Donc, c'est vraiment des voyages qui sont vraiment très calmes. Vous voyez, l'eau ici, c'est pas des gros rapides. Entre Whitehorse et Dawson, sur au-dessus de 700 km, on parle de 2 rapides qui sont vraiment accessibles. Donc, ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce qu'on voit sur nos voyages en canot.
Le soir, on partage bien entendu des bons moments autour d'un feu de camp. Pour ce qui est du camping, on campe dans le fond sur les bords de la rivière, un peu comme vous pouvez voir ici. On mange très, très bien aussi lors de nos voyages en canot. C'est pas parce qu'on est sur l'eau qu'on arrête de bien s'occuper de vous. Donc, c'est vraiment des expériences qui sont absolument extraordinaires. Je te coupe. Alors, passons maintenant. Tu m'entends, Chloé? Oui, Oui, du oui, coup, je t'entends. je me permets de te couper en même temps parce qu'une question me vient. Là, c'est une question c'est pas une question de quelqu'un qui regarde, c'est une question qui vient de moi. Oui, Pour vas-y. faire du quadway comme les magnifiques photos qu'on vient de voir, est-ce qu'il faut une forme physique particulière ou c'est accessible un peu à tout le monde? C'est en fonction des rivières qu'on va choisir. Donc, si on prend une rivière qui s'approche aux débutants, donc comme la Yukon, c'est sûr que ça prend une certaine forme physique. Il faut être en mesure d'être assis dans un canot environ 6 à 8 heures par jour et de pagayer. Donc, c'est sûr que ça prend un minimum de forme physique, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une grande forme physique ou d'avoir une expérience préalable technique. Donc, vraiment, on s'occupe de tout en termes de teaching, d'enseignement pour ce qui est du canot. Mais ça prend bien entendu une forme physique de base là, pour être capable de pagayer. Oui, Ok, merci. ça fait plaisir. Donc, parlons un peu de la randonnée. Donc, la randonnée, c'est une activité qui est vraiment un autre incontournable du Yukon. Donc, on a des innombrables sentiers partout à travers le territoire, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, il y a 2 grands types de randonnées, les aventures en autonomie sur plusieurs jours, comme la Chilkoot Trail ou l'exploration des monts Tombstones. Mais bien entendu, on a aussi des voyages de randonnée journalières. Donc là, on parle de sentiers qu'on va explorer durant la journée, mais donc on va revenir au confort de notre camp ou de notre hôtel à chaque soir. Donc, le choix dépend des intérêts et encore une fois de la forme physique, mais vraiment les possibilités sont infinies en rando. Alors, juste pour vous donner une idée, ça c'est une photo que j'ai prise l'été dernier sur la piste Chilkoot. Donc, c'est un voyage qui est en autonomie et c'est la piste originale des chercheurs d'or. Comme je vous montrais la photo des gens qui traversaient le col des Golden Stairs un peu plus tôt, des mineurs, ben, c'est la même piste en fait qu'on fait encore aujourd'hui. Donc, l'année dernière, on avait un super groupe sur la piste Chilkoot et je me suis permis de me joindre à eux pour aller prendre des photos. J'ai justifié mon voyage. Donc, voilà, ici, vous voyez les gens qui transportent leur propre sac à dos. Donc, bien entendu, c'est un voyage un peu plus avancé en termes de connaissances. Et à la fin de la Chilkoot, vous nous voyez ici, on attendait notre hydravion. Donc, on revient à Whitehorse par hydravion. C'est vraiment un voyage spectaculaire. Une autre petite photo qui a été prise cette fois-ci avec un voyage en randonnée de jour. Donc, ça vous donne une idée qu'on peut atteindre des lieux qui sont absolument extraordinaires sans avoir à nécessairement faire des voyages en autonomie. Donc, ce voyage-ci, c'est sur le Gold Rush et on a pris une photo de groupe sur les monts Tombstones qu'on voit juste derrière dans le parc territorial de Tombstones qui est situé sur la Dempster Highway près de Dawson City. Donc, ça vous donne un peu une idée du genre d'activité puis de lieux qu'on peut atteindre en seulement quelques heures de rando au Yukon. Alors, passons maintenant au voyage sur la route. Donc, si vous préférez avoir une aventure qui est plus tranquille, donc le Yukon est quand même une destination à choisir, je vous assure. Nous avons des tonnes d'endroits à découvrir en commençant par les 2 villes principales, donc Whitehorse et Dawson. Et vous avez 2 options qui s'offrent à vous pour venir vivre une expérience sur la route. Donc, vous avez l'option de vivre une expérience sur la route en camping ou vous pouvez, avec un peu plus de confort, avoir une expérience en hôtel. Donc, nous offrons plus de 18 voyages guidés sur les routes du Yukon et de l'Alaska. Et parlons-en des routes, puisqu'elles sont très importantes. Donc, il n'y a pas des tonnes de routes sur le territoire, comme vous pouvez vous imaginer, mais les principales routes qu'on a sont vraiment très importantes. Et je vais vous les présenter brièvement. Donc, la première, la plus connue, la Alaska Highway, qui part de la Colombie-Britannique et qui monte par ici jusqu'à Whitehorse pour se terminer jusqu'à Delta Junction du côté alaskan. Donc, c'est vraiment une route très, très populaire.
et conseillée. C'est une route absolument magnifique. La numéro 2, la Klondike Highway, qui va rejoindre Skagway sur la côte de l'Alaska ici et qui remonte jusqu'à Dawson City au nord. Donc, la partie sud et la partie nord de la Klondike Highway, qui est vraiment absolument une route autant spectaculaire. La numéro 3 qu'on voit ici, qui est la Haines Road, qui nous amène de Haines Junction. Haines Junction, qui est situé à environ 2 heures de Whitehorse, est un endroit absolument extraordinaire puisque c'est là qu'on retrouve le parc Kluane, qui est un des parcs nationaux du Yukon. Et la Dempster Highway, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Dempster qui est connue partout à travers le monde, qui commence juste en dehors de Dawson City ici et qui remonte jusqu'à Tuktoyaktuk et l'océan Arctique. Donc, il y a des gens qui viennent de partout pour simplement conduire la Dempster Highway, qui est une route de gravel et qui se termine à Tuktoyaktuk, donc au territoire du Nord-Ouest, comme vous pouvez voir sur la carte. Et finalement, la très populaire Top of the World Highway, donc la route du toit du monde, qui commence à Tuk, en Alaska, et qui revient jusqu'à Dawson City. Celle-ci, c'est une route qui est ouverte en été seulement. Donc, c'est une route, encore une fois, absolument spectaculaire qui partage une frontière avec le Canada et l'Alaska. Et vraiment, tous les gens qui viennent généralement en été veulent conduire la Top of the World. Donc, ça vaut la peine. Donc, je vais revenir à la carte que je vous ai présentée pour les rivières, juste pour vous donner une idée un peu des circuits et des options. Donc, il y a beaucoup de voyageurs, bien entendu, qui décident de visiter le Yukon et l'Alaska en même temps, puisque ce sont des destinations qui sont à proximité, comme vous pouvez le voir au niveau géographique, elles sont voisines. Donc, juste pour vous donner un exemple, notre circuit le plus populaire sur la route commence à Whitehorse, donc la capitale du Yukon, juste ici. Ensuite, on s'en va vers Haines Junction, dont je viens juste de vous parler, pour visiter Kluane Park, qui se trouve juste ici. À partir de Haines Junction, on s'en va traverser du côté alaskan jusqu'à Tuk. Et à partir de Tuk, on descend sur la côte de l'Alaska pour aller visiter Valdez. À partir de Valdez, Traversier. Ensuite, on visite Whittier, Seward. On passe du temps sur la côte pour remonter vers Anchorage en Alaska. Ensuite, on s'en va vers le nord de l'Alaska. On visite le parc des Nali, bien entendu. Fairbanks. On revient vers Tuk et on prend la fameuse Top of the World Highway pour arriver jusqu'à Dawson. À partir de Dawson City, on va visiter un peu la Dempster Highway pour aller visiter les monts Tombstones, puis on revient jusqu'à Whitehorse par la route. Donc, comme on se concentre sur le Yukon aujourd'hui, je n'entrerai pas trop en détail en tout ce qui concerne l'Alaska, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis juste pour vous donner une idée, là, le voyage que je viens de vous présenter qui fait la boucle en 8 qu'on voit ici, c'est un voyage de 2 semaines sur les routes Yukon-Alaska. Et on offre ce voyage en français. Donc, maintenant, je vais vous présenter brièvement Whitehorse. Donc, le Whitehorse, c'est la plaque tournante du territoire. Donc, c'est vraiment un arrêt incontournable pour les voyageurs qui empruntent la route de l'Alaska, donc je viens de vous présenter. Et c'est aussi le point d'entrée pour tous les visiteurs qui arrivent au Yukon par avion. Donc, il y a des tonnes d'activités qui sont à proximité, comme la réserve faunique du Yukon, les sources thermales de Takini. Puis c'est aussi à Whitehorse qu'on trouve les principaux musées ainsi que les principaux centres d'art et de culture. Donc, c'est vraiment un endroit à visiter sans aucun doute. Je vous présente une petite photo de Whitehorse vue des airs. C'est pas une ville qui est magnifique au niveau architectural, mais c'est vraiment quand on apprend à visiter les lieux d'intérêt qu'il y a vraiment des choses absolument intéressantes à Whitehorse. Et à droite ici, c'est une photo de Miles Canyon, qui est un endroit naturel d'une super grande beauté qui est située à proximité de la ville où on peut faire de la randonnée. Maintenant, parlons de Dawson. Dawson, qui est la capitale mythique de la ruée vers l'or. Et je vous présente brièvement, c'est un petit vidéo qui dure 1 minute 15 secondes, je crois, et qui vous donne vraiment une super belle idée des principales attractions de la ville de Dawson. Donc, on regarde ça.
Alors voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut vivre à Dawson. Donc, c'est vraiment en arrivant à Dawson qu'on plonge dans l'esprit de la ruée vers l'or. C'est une ville historique qui est vraiment charmante, puis on peut visiter de nombreux lieux historiques, bien entendu, et culturels. Vous pouvez même essayer l'orpaillage vous-même. Vous pouvez visiter une mine en activité. Puis c'est important de comprendre que l'exploitation minière du territoire est vraiment encore d'actualité aujourd'hui. Donc, les gens cherchent toujours de l'or à Dawson. Les bars et les salles de spectacle offrent des divertissements à saveur de début du siècle. Donc, vous avez vraiment l'impression, lorsque vous arrivez à Dawson, d'être à une autre époque. Et c'est vraiment en marchant dans les rues qui sont toujours pas pavées, dans le fond, qu'on voit vraiment l'architecture charmante de Dawson. Et ici, une photo du casino Diamond Tooth Gerties qui offre des spectacles à saveur de début du siècle à tous les soirs. Je te coupe 2 secondes, Chloé. C'est à Dawson aussi qu'il y a un endroit où on peut, de mémoire, prendre un orteil et on doit mordre un orteil. Exact. Comme Ouais, il ne faut ça, pas le mordre. On l'a vu sur la vidéo. Dans le fond, le sourdough cocktail, c'est un orteil humain, en effet, ouais. qui est placé dans un shot glass, donc un verre d'alcool. Et l'idée, dans le fond, c'est qu'il faut prendre le drink d'un coup et que l'orteil touche vos lèvres. Mais il faut pas le mettre dans la bouche ni Okay. le mâcher. Ah, mais c'est une expérience à vivre. Donc voilà pour Dawson. Je ne m'éterniserai pas. Je veux parler brièvement du parc Kluane, qui est notre parc national, qui est naturel. Je veux dire, c'est vraiment un endroit absolument incroyable. Donc, c'est situé à environ 2 heures de Whitehorse et vraiment tous les visiteurs du Yukon doivent absolument passer par le parc Kluane. Kluane, c'est la maison du mont Logan, qui est le plus haut sommet du Canada et qui renferme, dans le fond, les plus grands champs de glace non polaires au monde. Les opportunités de randonnée dans Kluane sont absolument infinies et il y a de super grandes chances de voir des animaux dans leur habitat naturel. Donc, Kluane, il faut absolument, absolument mettre sur la liste. Donc, je vous présente une petite photo. Encore une fois, c'est une randonnée 2 jours d'un tour qu'on a fait l'été dernier. Donc, ça vous donne une idée qu'on peut atteindre des sommets absolument extraordinaires, encore une fois, en seulement quelques heures de rando. Cette photo-là a été prise à King's Throne et ce que vous voyez derrière, c'est le lac Kathleen, qui est un lac absolument magnifique. Et je vous présente une autre petite photo pour vous donner envie de venir, et c'est Kluane vue des airs. Donc, si jamais vous venez à Kluane, une activité fortement recommandée, c'est de prendre un avion de brousse pour venir visiter le parc d'en haut, puisque vous pouvez vous imaginer qu'on peut seulement se donner une idée de la grandeur du parc en faisant un tour d'avion, parce que les routes vous donnent seulement une idée limitée de qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, si jamais vous venez à Kluane, je vous conseille cette expérience parce que c'est vraiment quelque chose de spécial. Donc, observation de la vie animale. Donc, le Yukon, c'est définitivement une super destination pour venir observer les animaux. C'est important de garder à l'esprit que c'est jamais une garantie. Donc, ce n'est pas un zoo, mais il y a beaucoup de possibilités d'observer les animaux dans leur habitat naturel. On a une panoplie de créatures qui sont absolument magnifiques, qui peuplent notre territoire. Donc, oui, les ours noirs, les grizzlies, les caribous, les orignaux, les renards arctiques, les loups, des cerfs et encore bien plus, bien entendu.
Toutes les observations doivent se faire dans le plus grand respect des animaux, avec une distance acceptable, puis en respectant toutes les règles. Je vous invite à consulter le site du gouvernement du Yukon en ce qui a trait à les règles d'éthique, à comment agir lorsqu'on vient faire de l'observation de la vie animale. Mais c'est vraiment, bien entendu, quelque chose qui attire les gens au territoire. Juste une petite photo ici d'un aigle qu'on a pris en photo sur un voyage l'année dernière et de bisons qui sont sur la route de l'Alaska. Souvent, donc, c'est assez commun de voir des bisons sur la route vers le Yukon. Et bien entendu, les fameux ours grizzly qui sont probablement l'emblème de la puissance animale au Yukon. Donc, on peut voir les grizzlies un peu partout. Ce grizzly-là a été photographié à Kluane Park, donc l'endroit que je viens tout juste de vous présenter, et celui-ci sur la côte de l'Alaska. Alors, donc, en résumé, pour l'été, si vous voulez faire un voyage en canot, voyage de rando, voyage sur la route, il faut venir nous visiter durant l'été. Et tout ce qui a trait aux visites du Yukon et de l'Alaska, donc c'est durant la saison estivale. Donc, le Yukon en hiver, maintenant, donc si vous voulez vivre une expérience hivernale, il y a toute une autre panoplie d'activités qui s'offrent à vous. Donc, aurore boréale, traîneau à chien, motoneige, raquettes, la pêche sur glace. Donc, nous, on offre des séjours en hôtel, donc je ne conseille pas le camping en hiver. Donc, ce sont des séjours avec des activités multiples, donc du multi-activités où vous allez pouvoir profiter du Yukon et toucher un peu à tout en ce qui a trait aux activités hivernales. Donc, généralement, un séjour d'environ 5 jours à partir de Whitehorse est relativement un bon temps pour venir nous visiter en hiver. Une petite photo de motoneige, donc c'est un peu les paysages qu'on peut voir. On offre des activités de motoneige de jour aussi, si jamais vous venez en autotour, qui sont de 1 heure à une journée entière en fonction de quel genre d'expérience vous voulez vivre. Puis de plus, on a une sortie la nuit pour aller contempler les aurores boréales en motoneige. C'est vraiment une activité fascinante, puis c'est une autre façon de venir découvrir les aurores. Une autre petite photo du Yukon sous la neige. Donc, cette photo-là a été prise à Dawson, donc les routes de Dawson enneigées avec les aurores boréales. Et à droite, ici, vous avez un renard arctique qui a été photographié à la réserve faunique du Yukon avec son pelage d'hiver. Donc, des animaux qui sont absolument fascinants. Et finalement, comment on fait pour se rendre au Yukon? Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent aux voyageurs. Donc, le Yukon est accessible beaucoup plus que l'on pense. Par voie aérienne, vous pouvez venir avec plusieurs compagnies. Donc, il y a la compagnie Air Canada, WestJet et Air North, qui est la ligne aérienne du Yukon, qui offre des vols à partir de Vancouver, de Calgary, de Kelowna, de Edmonton, Victoria et Yellowknife au territoire du Nord-Ouest. Donc, une panoplie de destinations partout au Canada, dans le fond, à partir desquelles on peut venir directement à Whitehorse. Par la route, la Alaska Highway, comme je vous ai présenté, est probablement la route la plus populaire, mais vous avez aussi l'option de venir par la Stewart-Cassiar Highway, qui est une route panoramique absolument extraordinaire aussi. Et par voie maritime, bien entendu, vous pouvez vous rendre en Alaska jusqu'au port de Skagway et ensuite prendre la route pour venir jusqu'à Whitehorse. Donc, nous sommes accessibles, je vous l'assure. Finalement, quelques liens utiles que je vous ai mis ici. Donc, le lien du site du gouvernement du Yukon, donc qui est entièrement en français, où vous allez pouvoir trouver une tonne d'informations. Le site des Premières Nations du Yukon, où il y a beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes aussi. Le site de notre compagnie, donc Ruby Range Adventures, le site de l'Association franco-yukonaise et le site de Corridor Canada, qui est un outil très intéressant où vous pouvez trouver tous les produits qui sont offerts en français un peu partout au Canada. Donc, écoutez, j'ai terminé. Donc, je veux juste remercier Jean-Marie pour cette opportunité. J'espère que j'ai semé une petite graine d'intérêt dans vos esprits pour le Yukon. C'est vraiment une destination extraordinaire et c'est une destination plus grande que nature qui gagne vraiment à être connue. Donc, je vous souhaite vraiment de tout cœur de venir nous visiter un jour. Et voilà.
je vais reprendre la main. Voilà. Normalement, c'est bon. Un très grand merci à Chloé pour cette présentation et ces magnifiques photos. Tu as vraiment choisi des photos qui sont top. Sachant que, pour tout vous dire, je crois que Chloé était un petit peu stressée à l'idée de faire cette présentation. C'est ce qu'elle m'a confié avant. Donc, écoute, ça s'est très bien passé. Je pense que ça a donné envie de visiter le Yukon, ça c'est certain. Aussi bien en été qu'en hiver. Je sais que moi, j'ai des clients, enfin là on a des clients à l'agence qui sont partis. On a plusieurs départs ces 2 dernières années qui sont rentrés absolument enchantés par les paysages, par les rencontres. Mais je crois que c'est vraiment la nature à l'état pur. Donc, un très, très grand merci, Chloé, pour cette présentation. Donc, comme Chloé l'a dit, elle représente une société qui s'appelle Ruby Range Aventure, avec qui on travaille ici. Donc, si les différents produits que Chloé a énumérés pendant sa conférence vous intéressent, que ce soit le canoë, que ce soit la rando, la motoneige en hiver, etc., c'est des choses sur lesquelles on peut, et bien entendu, vous renseigner, vous faire des devis. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables et faciles à mettre en œuvre. D'autant plus facile, effectivement, que le Yukon, comme on peut l'imaginer, n'est pas un territoire inaccessible. C'est vrai que c'est un petit peu l'image qu'on en a parce qu'on se dit déjà, quand on est en France, bien entendu, on se dit déjà la Colombie-Britannique, c'est déjà pas tout près. Bon, bien qu'il y ait bien sûr des vols Paris-Vancouver direct maintenant. Mais du coup, comme on a cette image de la Colombie-Britannique qui est loin, forcément, le Yukon, c'est encore plus loin, c'est encore l'étape d'après. Finalement, c'est pas si loin que ça parce qu'on va à Vancouver assez facilement. Et des vols Vancouver-Whitehorse, il y en a je ne sais pas combien par jour. Je crois que ça dure, Chloé, je ne dis pas de bêtises, 2h30, quelque chose comme ça, hein, entre Vancouver et Whitehorse, il me semble. 2h15. Donc, Voilà, c'est ouais. vraiment un vol qui est super court. Puis à partir de Vancouver, il y a des vols quotidiens. Je pense que entre 3 et 7 vols par jour. Donc, c'est vraiment très facile de venir à Whitehorse. Voilà. Donc, il faut qu'on essaie effectivement de corriger cette image que l'on peut avoir de territoire. Alors, je dirais peut-être pas la même chose des territoires du Nord-Ouest où je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué et il y a peut-être moins de vols aussi pour y aller. Bon, le Nunavut, on n'en parle même pas parce que là, c'est carrément, je pense, c'est carrément très très compliqué. Mais en tout cas, le Yukon, c'est effectivement une destination à laquelle il faut penser et qui en vaut vraiment la peine. Voilà. Donc, merci beaucoup Chloé pour nous avoir donné envie d'aller là-bas. Je terminerai, comme pour les 2 autres conférences, en vous rappelant que la semaine prochaine, nous allons parler du Québec maritime. Donc, exceptionnellement, je vous le redis, ce sera non pas mercredi, mais ce sera mardi à 18h, puisque mercredi, c'est la fête du Canada. Si vous ne le savez pas encore, mais je crois que les personnes qui sont là étaient là aux précédentes conférences, donc je pense que le message a dû bien passer. Donc, de toute façon, vous recevrez, comme chaque semaine, un premier mail dimanche et un second mail mardi en milieu d'après-midi, juste avant 2 heures avant la conférence. Donc ça, c'est mardi prochain. C'est le Québec maritime avec Nathalie Lapointe. La semaine suivante, ce sera une présentation de la province de l'Alberta par Julie Fafard qui travaille en Alberta. Et en fait, on terminera donc cette série de 6 petites conférences par le mercredi 15 juillet par une conférence par Marie Ravier de Tundra Voyage sur les différents types d'hébergements qu'on peut trouver dans l'ensemble du Canada. Bon, bien sûr, au Québec, Marie habite à Montréal et il y a beaucoup de choses au Québec, mais pas que le Québec. On parlera de l'ensemble des hébergements sur le Canada. Donc, comme pour les autres, cette conférence était enregistrée, donc elle sera à partir de demain ou après-demain, enfin on va dire dans les 48 heures, ça va dépendre de la rapidité du travail de Romane. Cette conférence sera visible sur notre chaîne YouTube avec les 2 précédentes. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager. Ces conférences sont suivies, donc c'est bien. Et ça nous encourage en tout cas à continuer ce type d'événement. Est-ce qu'il y a des questions? Françoise qui dit merci, je confirme que c'est magnifique. Merci pour ce voyage. J'ai bien compris, les dates d'août effectivement sont annulées.
Donc, merci Chloé, ça fait du bien de voyager par vos photos. Voilà. Donc, effectivement, les voyages, tous les voyages du mois d'août sont annulés puisque à ce jour, les compagnies vont reprendre les vols, mais avec des programmes qui sont extrêmement réduits. Donc, certaines lignes vont être annulées. Et la grande inconnue, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les frontières. Pour l'instant, on ne sait pas à quelle date les Européens, en tout cas les Français, auront le droit de rentrer au Canada. Et lorsqu'ils auront le droit de rentrer en Canada, on ne sait pas aujourd'hui dans quelles conditions sanitaires. Est-ce qu'il faudra respecter une quarantaine? Est-ce qu'on pourra rentrer comme ça? Est-ce qu'il faudra faire un test? Enfin bon, il y a énormément de questions auxquelles aujourd'hui on n'a pas de réponse. Donc, pour l'instant, l'ensemble de nos voyages ont été annulés jusqu'à début septembre. Et on est dans l'attente pour l'instant sur nos départs à partir du 15 septembre. Avez-vous d'autres questions où on peut clôturer cette conférence? Je vois sur le chat qu'a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà. Chloé, il est quelle heure chez toi? Il est 10 h du matin? En effet. Ok. Donc nous, on termine la journée et toi, tu la commences. Exactement. Bon. Ben, merci à tous, merci à Chloé en particulier. Merci à tous d'avoir suivi cette 3e conférence sur le Yukon avec des images magnifiques qui nous ont bien fait rêver, je pense. Et puis rendez-vous la semaine prochaine à celles et ceux qui seront disponibles pour voir la conférence sur le Québec maritime. Voilà, bonne soirée à tous et merci. À bientôt.